Bonjour, ça fait maintenant un bon moment que je n'ai plus mis de vidéo sur YouTube ou Facebook. La raison en était que j'ai fait un assez long voyage en Europe, plus particulièrement en Belgique et surtout en Italie. Mon ami Bruno Lalonde, qui se commet aussi sur YouTube et sur Facebook, a fait hier aujourd'hui une vidéo qui me rend hommage et qui m'a fait plaisir, et donc je profite de l'occasion pour l'en remercier. Il dit donc que je suis un bouddhiste qui fait des vidéos sur le bouddhisme, ce qui est vrai jusqu'ici. Mon intention n'est pas de faire des vidéos seulement sur le bouddhisme, mais enfin, comme c'est vrai que je le suis et que j'ai une certaine formation là-dedans, ayant écrit un livre relativement apprécié sur la question. Je l'en remercie donc Bruno Lalonde, merci pour tes bonnes paroles et le commentaire sur mes mémoires. Lui-même est très actif aussi et commence à intéresser même un public international à travers Facebook sur ses idées plus révolutionnaires que les miennes et certainement plus cultivées en matière de littérature. Moi, je suis pour l'instant dans une étrange histoire d'amour avec la peinture italienne, pas seulement de la Renaissance, déjà avant, la peinture romane, gothique, Renaissance, maniériste et au-delà, italienne. Avant ça, je brûlais déjà d'un amour pour la peinture flamande, puisque c'est la peinture de mes origines, et euh, je voudrais justement passer quelques minutes à vous expliquer ce qui me pousse à en voir d'autres toujours et encore. La peinture est un art à deux dimensions, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une troisième dimension. Bon, on peut radiographier un tableau et des fois en découvrir d'autres en dessous. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas à ça que je fais allusion. C'est plutôt à une sorte de grille d'intention qui se trouve derrière le tableau. J'avais expliqué dans mon livre euh, Finir de souffrir que le tableau de Francesco Salvietti qui se trouve dans l'église de Rome qui s'intitule Santa Maria dell'Anima et qui est l'église des Allemands de Rome, avait livré pour moi un secret de sa construction et qui ajoutait au message qu'elle voulait transmettre. Alors, c'est un tableau représentant la descente de la croix du Christ et on peut trouver la chose, si on est un chrétien fervent, euh, très douloureuse évidemment, mais Salviati est arrivé à la rendre encore plus poignante en disposant les éléments de son tableau sur des lignes géométriques simples mais terriblement suggestives. Par exemple, une sphère qui dévale une pente et qui accentue encore l'idée de mort et de destruction. C'est ce que je voulais dire. Et quand ces choses-là arrivent, que tout d'un coup vous voyez dans un tableau des intentions qui y sont, parce qu'enfin, s'il y a par exemple un jeu de diagonale et que les éléments s'y disposent, il est clair que c'est intentionnel de la part du peintre. Et il a fallu, pour ça,
que l'on découvre la perspective, et ça c'est le fait, figurez-vous, d'un peintre qui s'appelait Masaccio et qui est mort à 27 ans. Imaginez un peu, il a eu le temps de faire la décoration d'une chapelle euh, dans une église à Florence, où il fait, comment dire, nettement la preuve qu'il a découvert la troisième dimension par la perspective. Il y a un tableau dans l'église Santa Maria Novella, aussi à Florence, près de la gare, qui, qui montre déjà qu'il a percé le secret de la perspective. Et mais ça éclate dans la chapelle Brancacci, dans l'église qui se trouve à Florence. C'est tout à fait prodigieux, n'est-ce pas? Alors, tous les peintres lui doivent cela, comme tous les peintres doivent beaucoup au peintre flamand qui le premier a eu l'idée d'élayer les colorants dans de l'huile plutôt que du jaune d'œuf, ce qui a donné donc la peinture à l'huile. Donc il y a comme ça de grandes étapes techniques qui sont associées à la volonté d'exprimer la ferveur spirituelle, et ça c'est extraordinaire. Ceux qui me connaissent savent à quel point je révère la peinture de Michelangelo Merisi, plus connu sous le nom de Caravaggio, et qui était un voyou, un assassin, et tout ce qu'on voudra, mais qui n'a jamais cédé à la facilité du nu, par exemple. Il est certain qu'il aurait vendu plus de tableaux s'il avait mis des corps nus. Et d'ailleurs, au début, pour certains cardinals un peu vicelards, il avait fait des Saint Jean-Baptiste dont le linge glissait un peu sur le pli de laine, enfin bon. Mais dès qu'il a eu sa commande pour l'église Saint-Louis des Français à Rome, où il a décoré la chapelle Contarelli, eh bien, dès ce moment-là, il n'a plus retenu que des sujets religieux et avec lesquels il ne se permettait pas de fantaisie de ce genre. Donc un énorme contraste entre sa vie d'artiste qui était presque religieuse et sa vie de tous les jours qui s'écoulait dans des bars malfamés où il jouait, où il buvait, où il tombait amoureux tantôt de l'un, tantôt de l'une, et voilà. Et il traînait une rapière qu'il a fini par utiliser pour oxyre le pauvre Tommasone. Alors voilà, ce voyage que j'ai fait n'était justement pas en Toscane, mais je voulais découvrir des peintres qui se sont affirmés, je dirais, dans la plaine du Pô, le grand fleuve italien. Et cette plaine du Pô, donc, va de Turin à Ferrare, et c'est un peu l'itinéraire que j'ai choisi. Turin, Milan, Piacenza, Cremona, Modena, Bologna et Ferrare. Et partout, j'ai vu des merveilles. Partout, j'ai vu des artistes qui transcendaient les sujets imposés, une Vierge à l'enfant, la nativité, l'adoration des mages ou que sais-je encore, pour transmettre un message authentique d'amour, en fin de compte, et c'est ce qui m'intéresse. Ainsi, je me dois de vous raconter un petit fait qui, à mon sens, a un côté miraculeux et qui concerne la ville de Modena, la ville où est né Luciano Pavarotti. On ne fait d'ailleurs pas beaucoup d'histoire pour le pauvre Pavarotti. À peine s'il y a un bar Pavarotti où on n'a même pas cru bon de mettre sa photo.
Et Modena a subi un tremblement de terre de 5,9 sur l'échelle de Richter l'an dernier, et la Pinacothèque, donc la galerie de tableaux, a été endommagée, et on a déménagé les tableaux. Alors j'étais bien frustré puisque je ne pouvais pas voir mes chers tableaux, et je me suis rabattu, si je puis dire, sur la cathédrale qui est fort belle, et qui comporte des œuvres en tout genre, qui vont des fresques au tableau, en passant par la marqueterie, des terres cuites peintes, toutes sortes d'œuvres fort intéressantes, ma foi, et qui, dans cette région d'Italie, étaient très prisées, notamment ces groupes en terre cuite peinte ou non, qui sont souvent des déplorations, où autour du corps mort, on voit pleurer Joseph d'Arimathie, Sainte Cléophas, Sainte Marie, Sainte Marthe, Saint Jean l'Évangéliste et, et Sainte Marie-Madeleine. Donc c'est souvent cette configuration-là qu'on retrouve, et les artistes sont plus ou moins euh, habiles à représenter la douleur que l'on éprouve face à la mort d'un être cher. Et cela, je l'ai vu à Turin, comme à Ferrare, comme à Bologne. C'est tout à fait prodigieux. Et à Modène aussi. Donc, je me suis rabattu sur la cathédrale de Modène et puis aussi le musée de cette cathédrale, où je me suis procuré un petit livre qui racontait la restauration d'une fresque dans la cathédrale de Modène, une fresque de Cristoforo d'Alendinara, un peintre très peu connu, qui est encore plus connu pour le travail avec ses frères de marqueterie, ou alors avec perspective et tout, il arrivait à faire avec des morceaux de bois assemblés de véritables tableaux. Mais que dans une cathédrale, on a un peu du mal à voir confortablement. Et dans le petit livre que j'achète, je vois un petit tableau que je trouve merveilleux, du même Cristoforo d'Alendina, et je lis qu'il est la possession de la Banque d'Émilie-Romagne. Et je me suis dit en sortant du musée, mais n'ai-je pas retiré de l'argent au guichet de cette banque hier? Et je voulais vérifier ça, donc je suis revenu sur mes pas jusqu'à la banque. C'était bien la Banque d'Émilie-Romagne. Puis je me suis dit, mais peut-être le tableau se trouve-t-il au siège de la banque. Rien ne dit que ceci n'est pas seulement une agence de Modène et que la maison mère se trouve, je ne sais pas moi, à Parme ou Reggio Emilia, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, si je ne le demande pas, je ne le saurais pas. Alors j'ai demandé au portier s'il y avait un moyen quelconque de voir ce tableau dans le bâtiment. Et il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais il dit, je vais téléphoner, attendez un peu. Et après quelques minutes d'attente, il m'a dit, prenez donc l'ascenseur, il y a un monsieur qui vous attend au 3e étage. Et alors, effectivement, un monsieur souriant, manche de chemise, col ouvert, je me disais qu'il devait être un cadre élevé de la banque pour avoir une telle tenue relax alors que tous les employés étaient en complet cravate et tout ça. Et il m'invite à le suivre et il m'ouvre une double porte comme ça et je vois une grande salle mais avec plein de tableaux tout le tour. Et tout près de la porte à droite, je vois mon petit tableau de Cristoforo d'Alendina. Un peu surpris par la petite taille de ce tableau d'ailleurs, mais quand même touché par, comment dire, l'influence qu'il a retirée de Piero della Francesca, qu'il avait rencontré à Urbino une fois dans sa vie, et qui avait donc modifié pour une fois pour toute sa peinture. Et j'avais reconnu ça, alors j'étais fier d'avoir eu ce flair quand même. Et je regarde mon banquier parce qu'en réalité, je pense que j'avais affaire au directeur de la banque. Et
il s'émouvait de mon émotion. Et alors il m'a dit, suivez-moi, suivez-moi. Il a ouvert une deuxième salle pleine de tableaux encore, et une troisième pleine de tableaux encore. Et je me suis dit, eh bien, je n'ai pas vu la Pinacothèque de Modena, mais j'ai vu le musée privé de la bande d'Émilie-Romagne, et c'est vraiment fabuleux. À ce moment-là, le monsieur me dit, auriez-vous envie d'avoir un petit livre avec la liste de nos tableaux? Comme ça, vous pourriez vous en souvenir. Ah, je dis, ce serait fort gentil. Il dit, asseyez-vous. Il est parti 10 minutes, et son petit livre était un gros livre d'art qu'il m'a offert dans un sac très luxueux aux armes de la banque, et ça alourdit mes bagages, mais je suis très content de l'avoir reçu. Parce que la morale de tout ça, c'est que on peut avoir une histoire d'amour même avec un banquier et qui ne soit pas vénal. Merci et à très bientôt.